Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur Mosaïque, la chaîne en quête du sens de l'actualité. Bonjour Isaac Franco. Bonjour Antoine, merci de m'inviter. Vous êtes écrivain éditorialiste sur Radio Judaïka à Bruxelles, vice-président de la Ligue belge contre l'antisémitisme. Pour les Juifs d'Europe, en général, l'inquiétante situation électorale en France est venue s'ajouter aux préoccupations qui concernent la guerre à Gaza, la situation d'Israël. Pour commencer, comment vous voyez cette situation française, électorale et politique depuis la Belgique? C'est une bien mauvaise pièce que nous jouent les acteurs politiques en France. Je plains les électeurs français qui devront se trouver face à un choix difficile à arbitrer. Le parti du président de la République est fragilisé considérablement. De l'autre côté, vous avez un front qui s'appelle Front populaire, qui est déjà une imposture terminologique, parce qu'il n'a pas grand-chose de populaire, dans la mesure où les ouvriers ont déjà quitté depuis longtemps les partis de gauche pour se réfugier au Rassemblement national. J'en tiens pour preuve le chiffre des cols bleus qui ont voté pour les partis de gauche, c'est 20%, pour le Rassemblement national, c'est 52%, pour les employés, c'est 26% pour le Front populaire, enfin pour les partis de gauche et 41% pour le Rassemblement national. En revanche, pour les cadres, le résultat est infiniment plus réjouissant pour les partis de gauche puisqu'il est au-delà des 50%. Donc c'est déjà une imposture sémantique. Cette idée d'appeler ce cartel des gauches Front populaire dans une ressucée du Front populaire de 1936 qui ferait se retourner dans sa tombe Léon Blum. Ensuite, ce parti regroupe un ensemble de partis qui se sont distingués ces mois derniers par des sorties pour le moins problématiques. Je pense à LFI, à la France Insoumise, je pense au nouveau parti anticapitaliste, au parti communiste, au parti écologiste, qui tous, dans des mesures différentes, ont tenu des propos qui flirtent de très près avec l'antisémitisme et un antisionisme radical, totalement libéré, totalement assumé. On se demande d'ailleurs ce qu'est venu faire dans cette galère un homme qui avait jusque-là qui s'était pourtant jusque-là distingué par une bonne campagne électorale lors des élections européennes, puisqu'il avait réalisé un peu plus de 14%, semble-t-il, et il s'est joint en qualité de juif. Est-ce qualité de juif? C'est ce qu'il excipe de son identité juive pour dire que sa place est dans un tel attelage aussi improbable. Voilà, ça c'est. Voilà, vous parlez de Raphaël Glucksmann. Je parle naturellement de Raphaël Glucksmann. Et puis pour le Rassemblement national, bon, vous avez un parti qui a consacré les 10 dernières années, en tout cas depuis qu'il y a eu le meurtre du père symbolique de Marine Le Pen sur Jean-Marie Le Pen, eh bien une tentative de dédiabolisation qui a plus ou moins réussi, qui est plus ou moins accomplie, plus ou moins aboutie, mais qui est totalement inexpérimenté, qui est un parti de dénonciation. Est-ce que c'est un parti qui pourra se transformer en parti de parti de dénonciation, en parti de proposition ou en parti de solution, qui devra se heurter certainement à un mur considérable sur le plan domestique comme sur le plan extérieur, qui voit mal l'éruption à la tête d'un pays phare de l'Union européenne, d'un parti totalement inexpérimenté qui va se mesurer à l'État profond, c'est-à-dire au deep state français. Comment va-t-il résister à cela? Donc ce sont tous des scénarios qui sont... Vous avez un scénario prévisionnel sur ces résultats? Vous avez regardé un petit peu les chiffres? J'ai un peu regardé les chiffres. Il y a 5 scénarios qui sont possibles. D'abord, les électeurs du Rassemblement national, ou en tout cas une partie d'entre eux qui, tout le temps que le choix qui leur était présenté n'était pas un choix aussi important pour leur avenir que ces élections législatives, parce qu'ils sont désormais aux portes du pouvoir, pouvaient se ranger derrière la bannière du Rassemblement national, mais se dire que cette fois-ci, eh bien, la peur va prendre le dessus et rejoindre, eh bien, la maison macroniste, même en sachant que ce parti est le mal que
que la Macronie leur a fait pendant 7 ans. Mais c'est au moins un mal qu'ils connaissent, dont ils sont familiers. Le deuxième scénario, c'est de rester dans la morosité, dans le marasme actuel avec Macron, qui trouverait son parti Renaissance encore un peu plus affaibli qu'il ne l'était déjà. Une voie de sortie, mais quelle est l'importance pardon, de cette voie de sortie? Ce serait de s'allier avec Raphaël Glucksmann, qui, après avoir engrangé des voix en faisant partie du Front populaire, eh bien, en sortirait et offrirait une béquille au président de la République, mais ça risque de ne pas être suffisant. Ensuite, troisième scénario, c'est une victoire du RN. Mais une victoire du RN, c'est un parti, comme je le disais tout à l'heure, inexpérimenté, qui pourrait avoir du mal à gouverner face à toutes les résistances qu'il va créer, qu'il va provoquer. Vous évoquiez dans votre introduction, eh bien, les violences qui pourraient surgir en France, dans les grandes villes comme dans les petites villes, et singulièrement dans des quartiers populaires, dans les banlieues, et empêcher de cette façon le gouvernement de travailler. Quatrième scénario, c'est la victoire du Front populaire, et dans ce cas, c'est au secours fuyons. Et cinquième scénario, c'est une chambre introuvable. Une chambre introuvable, dans ce cas, il faudra constituer un gouvernement de technocrates qui va expédier les affaires courantes en attendant que l'année s'écoule, puisque constitutionnellement, il faut attendre 1 an pour appeler à de nouvelles élections après la dissolution de l'Assemblée. Donc voilà, ce sont des scénarios dont aucun d'entre eux n'est particulièrement réjouissant. Alors, on peut revenir sur un point peut-être avant de passer à autre chose, sur le fait que vous avez parlé des écologistes, vous avez parlé donc de LFI évidemment, du NPA, mais la plupart des socialistes donc se sont rangés aussi sous la bannière de LFI. Il y a quelques exceptions. L'idée étant de faire barrage donc à l'extrême droite. Qu'est-ce que ces ralliements-là, alors que les positions de LFI sont connues, hein, notamment sur ce que vous avez dit sur l'antisémitisme, l'antisionisme, et c'est tout de même assez surprenant de voir que, au nom de l'empêchement de faire barrage, la nécessité de faire barrage à l'extrême droite, on aille vers des partis qui finalement sont presque plus antisémites, j'allais dire, que ceux que l'on veut combattre. Oui, c'est pour ça que j'appellerais plus volontiers le Front populaire sous-populaire. Bon, c'est la volonté de garder une gamelle, c'est de pouvoir sauvegarder son poste. Bon, écoutez, lutter contre le Front national, s'ériger contre le fascisme qui vient, contre le ventre de la bête qui est encore fécond et qui va probablement peut-être donner naissance à un gouvernement fasciste d'extrême droite, avec des personnalités aussi problématiques que le patron lui-même de LFI, que Raphaël Arnaud, qui est un fiché S, avec celui qui a pris la place de Rachel Garrido, qui a été remplacé sur décision du leader Minimo, et qui, lui, déteste autant les juifs que les blancs. Je veux dire, c'est avec un aéropage de cette nature, de cette qualité, qu'on prétend lutter contre le fascisme, alors qu'ils l'incarnent, eux, mieux que personne dans le paysage politique français. Quelles conséquences, selon vous, ces bouleversements politiques, quel que soit le scénario donc, qui se déroule, peuvent-ils avoir sur l'Europe? Vous l'avez dit, la France, malgré tout, reste l'un des piliers de cette construction européenne. Quel rôle va jouer l'Europe et quelles conséquences pour l'Europe? Écoutez, les dernières élections européennes ont donné un résultat qui laisse entrevoir une avancée des partis souverainistes, des partis de droite ou des partis de droite radicale, comme on les appelle traditionnellement. Mais je pense qu'on se trouve au Parlement européen devant une situation qui me fait penser au Guépard et au prince Salinas qui disait il faut que tout change pour que rien ne change. Parce que le parti le plus important, c'est le PPE au Parlement européen. Il a augmenté sa représentation de 5 sièges, me semble-t-il. Le parti du centre-gauche, lui, il n'en a perdu que 4. Renew, duquel fait partie du président de la République, lui en a perdu 20. Du côté des partis, la gauche en a également perdu considérablement, 18 ou 20.
Quant aux partis souverainistes, ils ont gagné au total 13 ou 15. Ça ne devrait pas changer grand-chose au niveau des équilibres européens au Parlement. Maintenant, une France fragilisée, une France affaiblie, une France ingouvernable, ça n'est naturellement pas bon pour les équilibres européens. L'Europe a besoin de la France comme la France a besoin de l'Europe. Il y a également l'autre partie de l'attelage franco-allemand qui lui aussi a été fragilisé parce que le parti de Olaf Scholz a reçu une gifle aussi. Il a été très largement battu par la coalition CDU-CSU qui a fait plus de 30%, alors que le parti, le SPD allemand n'en a fait que 14. Il a été dépassé à la deuxième place par l'AfD. Donc, ce sont les deux, c'est l'attelage franco-allemand qui est fragilisé avec de nouveaux pays qui entendent faire entendre plus leur voix dans l'enceinte européenne, c'est-à-dire l'Italie, dont la présidente du Conseil, Giorgia Meloni, a été renforcée au terme de ces élections. Même chose aux Pays-Bas, même chose en Suède, où il y a désormais un gouvernement de droite appuyé par une droite radicale. Donc, il y aura vraisemblablement bien une fragilité accrue et une démonétisation accrue de la voie européenne. Il faut aussi savoir que la présidence tournante de l'Europe sera assurée à partir du 1er juillet par la Hongrie, après qu'elle ait été assurée par un pays aussi improbable que la Belgique et l'Espagne dans le dernier semestre de 2023. Alors la Belgique, peut-être on peut en dire un mot, puisque vous êtes en Belgique. On a reçu récemment sur Mosaïque votre compatriote Fadila Maharoufi, qui dirige l'Observatoire européen des fondamentalismes, et qui nous a brossé un portrait assez sombre de cette situation en Belgique. Et en particulier, j'aimerais avoir votre sentiment là-dessus, sur l'offensive des frères musulmans. Quel est votre diagnostic sur ce thème ? Je pense qu'elle a tout à fait raison. Je pense que les frères musulmans se sont infiltrés dans la société civile comme la société politique belge de manière extrêmement dangereuse. Vous savez, il y a les 6 partis sur 7 qui faisaient partie de la coalition gouvernementale précédente en Belgique avaient voté la reconnaissance unilatérale de l'État palestinien et un embargo sur l'État juif. Seul le parti des libéraux francophones s'y était opposé, ce qui fait que cette reconnaissance unilatérale a été renvoyée à date à fixer, lorsque ce sera plus utile dans le processus de paix, comme ils disent. Mais effectivement, il y a une empreinte de plus en plus marquée des frères musulmans dans la capitale européenne. Vous avez une grande partie de la population qui désormais est d'origine arabe-musulmane, et cela pèse à la fois dans la vie quotidienne et dans les équilibres politiques. Alors effectivement, une autre intervenante que nous avons interrogée sur Mosaïque, Florence Bergeau-Blackler, parlait aussi des partis coucou, c'est-à-dire des partis où les frères musulmans pouvaient pondre certains œufs pour un développement futur. Et c'est le cas aussi, finalement, pour LFI. C'est un peu ce qui s'est produit. C'est un phénomène qui mérite d'être noté sur le plan politique. Vous avez tout à fait raison, et c'est le cas en Belgique comme en France. Les partis coucou pour les frères musulmans en France, c'est ceux que vous avez nommés, c'est LFI, c'est le nouveau parti anticapitaliste, et puis dans une moindre mesure les écolos français. Mais en Belgique, ils ont pondu leurs œufs dans à peu près tous les partis. C'est ce que je disais tout à l'heure. 6 des 7 partis qui faisaient partie de la coalition précédente, celle qui a été remplacée par la nouvelle. Il y a des discussions politiques, il y a des négociations politiques pour essayer de faire émerger de nouvelles coalitions, tant au plan régional qu'au plan fédéral. Mais jusqu'alors, effectivement, il y avait 6 des 7 partis où les frères musulmans, dans une mesure inégale, mais dans chacun des partis, avaient pondu leurs œufs. Oui, parce que c'est une étape suivante dans cette progression, c'est-à-dire avoir gagné des points dans la société civile sur les différentes possibilités pour l'islam d'exister dans l'espace public, et on a le sentiment maintenant qu'à travers ces partis coucou, ils peuvent arriver progressivement peut-être à une forme de prise de pouvoir indirecte dans un premier temps en tout cas. Indirect dans un premier temps, oui, et les médias les aident en la matière. Les médias les aident parce qu'il y a on minimise ce problème. On minimise cette infiltration insidieuse
de cette parole radicale venant des milieux islamisés. On la minimise, Oui. on met ça sur le compte. Pardon? Non, il n'y a pas que dans les médias, puisque finalement, on peut dire que par exemple, tous les gens de gauche socialistes qui se sont ralliés précisément à la France insoumise on minimise également cette dimension, apparemment, dans leurs gestes politiques. Ah oui, de la minimise totalement. Mais vous savez, rappelez-vous un peu Terra Nova en 2002, je pense. Parti socialiste qui avait écrit ce rapport Terra Nova qui disait que désormais la population a cultivé, a dragué, ça n'était plus la classe populaire parce qu'il y avait pratiquement plus de classe populaire puisqu'il n'y avait plus d'industrialisation, il n'y avait plus d'industrie en France ou de moins en moins, et donc la nouvelle population qu'il fallait draguer, qu'il fallait séduire, eh bien c'était la population née de l'immigration. Bien, c'est ce qu'on a fait ici. Il y a un réservoir électoral considérable. Vous savez, en France, le barrage contre l'antisémitisme me paraît plus solide, plus résistant qu'il ne l'est en Belgique, parce qu'en Belgique, on a frôlé, on a tutoyé véritablement dans l'ancienne coalition un antisionisme radical qui flirtait avec l'antisémitisme. Alors qu'en France, vous avez encore les institutions qui ont incarné, qui ont, qui ont fait barrage à ce délire antisémite dans l'espace public. Vous avez également une classe d'intellectuels qui se fait entendre, que l'on interroge, que l'on voit, que l'on entend, qu'on écoute, et donc qui laisse entendre une autre musique. Ici, c'est beaucoup plus fragile, c'est beaucoup plus difficile, et c'est la raison pour laquelle la communauté juive est au-delà. Je pense que l'ensemble des démocrates en Belgique, l'ensemble de la population laïque a accueilli avec un sentiment de soulagement les résultats des dernières élections qui se sont tenues en même temps que les élections européennes le 9 juin. Il y avait des élections fédérales et régionales en Belgique. Et là, les résultats ont donné des chiffres tout à fait surprenants. Par exemple, en Wallonie, dans la partie francophone du pays, où vous aviez pratiquement un impérium incontesté du Parti socialiste depuis que des sondages existent, depuis que des élections existent, eh bien c'est le Parti libéral qui est devenu le premier parti. Même chose pour la région bruxelloise, c'est pareil. Et quant au fédéral, aussi une alliance semble possible, sinon probable, entre les partis libéraux à la fois dans la partie néerlandophone du pays comme dans la partie francophone du pays. Donc peut-être la musique pourra-t-elle changer, mais restons prudents. Alors, voilà pour la situation en Europe, donc qui n'est pas très, très réjouissante. On va passer maintenant à la situation en Israël. Nous sommes plus de Pas plus 8 mois, réjouissante. pas tellement plus réjouissante, plus de 8 mois maintenant après le 7 octobre. La guerre se poursuit à Gaza, c'est une guerre longue, meurtrière, avec chaque jour l'annonce de soldats israéliens qui tombent. On a parfois le sentiment que l'armée israélienne ne parvient pas à réaliser son objectif, de venir à bout du Hamas. Et entre-temps, eh bien, l'isolement d'Israël grandit. Comment vous évaluez cette situation, donc, par Isaac Franco? Alors, je ne suis pas sûr que l'armée israélienne n'engrange pas des résultats. Je pense que les résultats sont probants, ils sont assez spectaculaires, puisque une vingtaine de bataillons du Hamas ont été démantelés. Et que Rafah, désormais, la ville la plus méridionale de la bande, celle qui est frontalière avec l'Égypte, avec la péninsule du Sinaï égyptien, elle est désormais contrôlée à 60 ou 65% par l'armée israélienne. Même chose pour le corridor Philadelphie qui sépare cette même bande de la péninsule du Sinaï. Et le contrôle de ce corridor Philadelphie est essentiel parce que c'est par le passage frontalier de Rafah au-dessus du sol et par les 20 ou 30 tunnels que l'armée israélienne a déjà révélés par lesquels passait la contrebande du Hamas, qui a permis à l'organisation de continuer de s'armer, de recevoir des munitions, de recevoir des matériaux à double usage qui lui ont permis de résister longtemps. Ça veut dire que si Israël peut continuer de contrôler, d'occuper ce corridor Philadelphie, tôt ou tard, le Hamas sera privé d'approvisionnement et donc des moyens de continuer de se battre.
Ce qui veut dire que le Hamas sera amené à changer de stratégie, d'ailleurs ce qu'il est en train de faire, de privilégier des opérations de terrorisme beaucoup plus ponctuelles que par le passé où il y avait des affrontements beaucoup plus larges entre l'armée israélienne et des membres de l'organisation génocidaire. Donc, il y a des résultats considérables. Maintenant, il faut s'entendre sur il faut comprendre ce qu'on entend par éradiquer le Hamas. Si c'est se débarrasser totalement du Hamas jusqu'au dernier de ses miliciens, ça paraît difficile, ça paraît improbable, sinon impossible. Mais si éradiquer le Hamas veut dire priver cette organisation génocidaire des moyens d'un appareil militaire qui soit de nature à être une menace pour la population israélienne, là, je pense que Tsahal a engrangé des résultats qui sont tout à fait probants. Le problème, c'est de terminer le travail. Et c'est difficile de le terminer lorsque vous avez le principal allié d'Israël, les États-Unis, qui n'ont eu de cesse toutes ces dernières semaines, ces derniers mois même, d'entraver l'action militaire d'Israël. C'est à se demander d'ailleurs quel est le but poursuivi par cette administration américaine qui considère qu'il ne peut pas y avoir l'émergence d'une quelconque solution politique tout le temps que le Hamas existe. Et en même temps, elle prive Israël de se débarrasser de cette menace. Et plutôt que d'encourager Israël à en finir rapidement avec le Hamas, en lui offrant un soutien à la fois militaire et diplomatique dans toutes les tribunes, dans tous les forats internationaux, eh bien on voit les Américains, au motif qu'il y a une crise humanitaire, qu'il y a un risque de famine dans la bande de Gaza, qu'il n'y a pas assez de ravitaillement humanitaire, de retenir la main d'Israël et donc de prolonger la guerre, de la ralentir et de donner de cette façon-là une chance au Hamas de survivre. Et ça, c'est le plus grand danger. Parce qu'on ne peut pas prétendre, d'une part, qu'il faut se débarrasser du Hamas pour voir émerger, je ne sais pas à quelle échéance, une solution politique, et en même temps faire tout pour retenir le bras d'Israël qui permettrait justement de se priver d'éliminer cet obstacle. Parce qu'il faut savoir ce que représenterait une non-victoire d'Israël. Une non-victoire d'Israël, c'est une défaite d'Israël. Une non-victoire du Hamas, c'est un triomphe du Hamas. Si le Hamas peut mettre un terme à cette guerre sans que les buts de guerre israéliens, c'est-à-dire l'éradication du Hamas dans la définition que j'ai donnée tout à l'heure, ne sont pas atteints, le Hamas pourra légitimement considérer qu'il a gagné la guerre. Et donc, sa notoriété, sa popularité, qui est déjà énorme, à la fois dans la bande de Gaza comme en Judée-Samarie, va s'accroître. Et donc, son poids politique va devenir presque incontournable au sein de la population civile palestinienne, ce qui est déjà le cas. Et donc, le rendre un acteur politique du présent comme de l'avenir. Et on aura fait de cette façon-là, eh bien, le contraire de ce qu'on prétend faire. Comment vous expliquez cette ambivalence américaine? Est-ce que c'est parce que c'est pas fondamentalement l'intérêt des États-Unis de soutenir plus nettement Israël, ou bien est-ce que c'est parce que c'est un signe de faiblesse finalement de la puissance américaine aujourd'hui? C'est un signe de la faiblesse, de la réalité déclinante du pouvoir américain. Il s'est déjà manifesté en Afghanistan avec le départ honteux des troupes américaines d'Afghanistan et les clés du pays qui ont été laissées aux talibans que l'Amérique a combattu pendant de nombreuses années. Alors, ça a convoyé une image de faiblesse et de déclin terrible qui a été reçue 5 sur 5 dans toutes les capitales hostiles à l'Occident. Je pense naturellement à la Chine, à la Russie, à la Turquie, qui joue un rôle ambivalent, à l'Iran aussi, à la Corée du Nord. Tout cela leur donne une image d'une Amérique affaiblie, qui est incapable de soutenir ses alliés et qui vient au secours de ses propres ennemis et qui fait tout pour épargner le principal État sponsor du terrorisme mondial, selon les Américains eux-mêmes, puisqu'ils ont inscrit la République d'Iran sur la liste des États sponsors du terrorisme. L'Iran est le premier État sponsor du terrorisme. Eh bien, cette administration américaine, depuis la prestation de serment de Joe Biden le 21 janvier 2021, fait tout pour épargner, alors qu'on connaît le rôle déstabilisateur de l'Iran. C'est la tête de la pieuvre. Comment vous expliquez cela alors? C'est la faiblesse?
C'est la continuation. Cette administration de Joe Biden continue le travail qui a été commencé par Obama en 2008, qui consistait à rééquilibrer cette région pour permettre la sortie des États-Unis et de pivoter vers l'Asie du Sud-Est et la Chine. Mais de cette façon-là, elle laisse une région entière, une région qui est essentielle dans les équilibres mondiaux comme le Proche et Moyen-Orient, aux mains des ennemis des États-Unis. Donc, je veux dire, considérer que l'Iran est un acteur honorable, ou en tout cas qu'on peut rendre fréquentable, qu'on peut intégrer dans la région, alors qu'elle fait peser sur chacun de ses membres, chacun des pays de la région, une menace existentielle. Je ne pense pas il n'y a pas que Israël qui est dans son existence, c'est également l'Arabie Saoudite qui a été attaquée par l'Iran. Il y a les monarchies du Golfe qui le sont aussi. Donc c'est une menace pérenne, c'est une menace sur tous les alliés des États-Unis et ce que font les deux administrations Obama 1, Obama 2 et Obama 3, ce qu'est en réalité l'administration Joe Biden, c'est de tout faire pour épargner l'Iran. Au contraire, c'est d'affaiblir les sanctions qui blessaient la République islamique, de lui permettre d'engranger dans ses coffres des dizaines de milliards de dollars, alors qu'au terme du mandat de Donald Trump, il n'y avait plus que 4 milliards dans les coffres iraniens. Aujourd'hui, il y en a plus de 100 milliards. En lui permettant de lever les sanctions qui blessaient tous les clients de l'Iran qui achetaient des produits fossiles à l'Iran. Aujourd'hui, l'Iran se trouve renforcé et à tout cela s'ajoute, à cette faiblesse insigne de l'administration américaine, s'ajoute le calendrier électoral. Il n'y a pas de politique sans calendrier électoral. Et en réalité, la solution à deux États qui est la plus audible aux États-Unis, c'est pas un État d'Israël avec un État de Palestine vivant côte à côte dans la concorde et dans le respect. Non, c'est la solution à deux États, c'est le Michigan et c'est le Michigan et le Minnesota. C'est ça la solution à deux États. Parce que dans ces deux États américains qui sont deux États bascules, deux parmi les 6 ou 7 États bascules qui vont déterminer le résultat de l'élection présidentielle du 5 novembre, il y a une forte minorité arabo-musulmane qui pourrait détenir les clés de l'élection présidentielle. C'est ça la solution à deux États. Et on retrouve toujours, effectivement, maintenant, dans les corps électoraux des Occidentaux, cette variable, si je puis dire, des minorités arabo-musulmanes. Alors, encore deux petites questions. Ce qui concerne le front nord, comment vous voyez l'évolution du conflit avec le Hezbollah, puisqu'on parlait de l'Iran? Ben, on est déjà en guerre. Israël est déjà en guerre contre le Hezbollah, mais c'est une guerre qui tait son nom. Parce qu'il y a cette espèce d'interdit américain qui dit aux Israéliens, même une action limitée des Israéliens ne sera pas acceptable pour les États-Unis. Pourquoi? Parce qu'on est en période électorale et les Américains ne veulent pas être tirés par la manche dans un conflit qui risque de déraper. Ensuite, il faut voir la capacité d'Israël à affronter une guerre sur front, parce que la guerre à Gaza n'est pas terminée. Il y a une armée israélienne qui n'est pas à court de main-d'œuvre, mais qui est dans ses limites. On a même augmenté le délai obligatoire pour les réservistes de 1 an. Donc, est-ce que Israël est capable de mener de front une guerre à Gaza qui n'est pas terminée et de lancer une guerre d'envergure dans le Nord? C'est une question qui reste ouverte, mais il est certain que le Hezbollah, si les choses devaient rester en l'état, peut s'estimer vainqueur de cette guerre qui tait son nom, dans la mesure où le Hezbollah a établi en territoire israélien, contrairement à la doctrine israélienne qui consiste à projeter sa puissance en territoire ennemi, eh bien Israël a laissé s'établir sur son territoire une zone tampon sur tout le nord d'Israël, ce qui a obligé 80 000 à 100 000 Israéliens à quitter leur foyer. Et donc ça, c'est inacceptable à moyen terme. Alors, combien de temps les Israéliens vont-ils supporter cela? Je l'ignore. Je ne connais pas les capacités de l'armée israélienne pour affronter un tel défi, parce que si Israël a déjà beaucoup de mal, entravé comme il est dans son action par l'administration américaine, à se débarrasser d'une menace mineure, parce que le Hamas est un ennemi junior par rapport au Hezbollah, qui dispose d'une puissance de feu infiniment plus importante que celle du Hamas.
et également de souterrains qui passent sous la frontière libano-israélienne. Donc c'est un défi infiniment plus grand. C'est que le front intérieur israélien sera beaucoup plus exposé qu'il ne l'est déjà par la milice terroriste et génocidaire du Hamas. Et encore une fois, c'est la même situation, c'est-à-dire qu'Israël ne peut pas se permettre de perdre cette guerre contre le Non, il Hezbollah. ne peut pas, Oui. il ne peut pas se permettre. Deux petites remarques que je voulais faire après les points que nous avons abordés à propos de cette espèce d'explosion de l'antisémitisme en Occident, en Europe comme aux États-Unis. Il y a peut-être une corrélation qu'on n'a pas suffisamment évoquée, qu'on n'a pas suffisamment révélée, c'est la vulnérabilité d'Israël qui a provoqué, qui a révélé la vulnérabilité des Juifs partout dans le monde. Elle a libéré la haine de tous ceux qui craignaient de s'en prendre aux Juifs tout le temps que Israël était perçu comme un acteur totalement invulnérable. Et de la même manière que cette vulnérabilité d'Israël était perçue par les ennemis d'Israël, eh bien cette vulnérabilité des Juifs a été perçue par tous ceux qui habitent en Europe ou en Occident. Et donc ce qu'il faudrait faire de façon réaliste pour lutter contre l'antisémitisme, c'est renforcer Israël. C'est se montrer solidaire d'Israël pour permettre à Israël de retrouver cette image d'invulnérabilité, de puissance. Et c'est également cesser de laisser venir dans nos sociétés. Vous savez, on parle beaucoup d'importation du conflit israélo-palestinien. Le conflit israélo-palestinien, c'est pas une personne qui s'invite à votre table. Ça veut rien dire, ça. L'importation du conflit israélo-palestinien, ça se fait par des populations qui arrivent dans nos sociétés porteurs de préjugés antisémites et antisionistes. Donc, il faut peut-être cesser de laisser venir de façon légale ou illégale des populations qui emportent dans leur bagage ces images négatives, ces images remplies de préjugés à l'égard des Juifs, parce que ce sont ces nouvelles populations qui ont réactivé ce sentiment antisémite, cette réalité antisémite dans une nouvelle langue. Le Hamas, c'est rien d'autre qu'une organisation nazie, mais ce sont des nouveaux nazis, mais ils parlent arabe. C'est la seule différence. On est capable parfaitement en Occident de repérer un nazi tout le temps qu'il parle une langue occidentale, mais on est incapable de l'identifier une fois qu'il parle arabe. C'est ça le problème. Et vous avez le même problème en Europe qu'aux États-Unis, et c'est la deuxième remarque que je voulais faire, c'est que on est capable pour une tambouille électorale de s'allier avec les pires ennemis de la démocratie, on le voit à la soupe populaire, mais vous avez aux États-Unis la même chose avec le Parti démocrate, qui a dans ses rangs les pires ennemis des États-Unis d'Amérique, mais également des antisémites rabiques, des antisémites notoires, mais qui sont essentiels pour les équilibres politiques et pour renforcer le Parti démocrate, et qui s'accommodent de la présence dans ses rangs de personnalités qui, il y a quelques années à peine, auraient été renvoyées dans les marges, totalement inacceptables. Aujourd'hui, aux États-Unis également, pour des raisons électorales, on s'en accommode. Et on voit effectivement ce phénomène général sur l'Occident. On va terminer avec une question large. Si on élargit l'analyse, on a le sentiment que plus le temps passe, plus ce 7 octobre apparaît bien comme une date qui marque le début d'un bouleversement mondial. En quelques mots vraiment, et sur l'essentiel, comment voyez-vous cette période et ses évolutions sur le plan géopolitique et peut-être au-delà du plan géopolitique? Écoutez, je pense que la seule manière de réduire ces tensions, c'est la fin de la guerre. Mais pas la fin de la guerre au terme d'un compromis sur un cessez-le-feu qui ne satisfait pas les conditions israéliennes d'éradication du Hamas dans les termes que j'ai définis tout à l'heure. Je pense que la seule manière, c'est que cette guerre se termine à l'avantage d'Israël et que tout le soutien doit lui être apporté pour que Israël puisse rapidement se débarrasser, pour lui-même, pour son existence, comme pour le reste de l'Occident, et aussi dans la perspective d'une normalisation avec les pays arabes qui, pour l'instant, n'ont pas normalisé leurs relations avec Israël, au premier rang desquels il y a l'Arabie saoudite. L'Arabie doit recevoir d'Israël une image forte, parce qu'une des raisons pour lesquelles l'Arabie saoudite normaliserait ses relations avec Israël, c'est parce que
Israël serait un partenaire efficace, significatif, mesuré à la menace iranienne, qui est un ennemi commun aux deux partenaires potentiels. Donc il est essentiel pour les Saoudiens, même s'ils ne le diront pas publiquement, que les Israéliens gagnent contre le Hamas. Donc voilà, ça c'est pour commencer. Il faudrait promettre, et je ne parle pas seulement des États-Unis qui sont défaillants à cet égard, mais également des puissances européennes, d'appuyer Israël. Et ça, vous savez, avec le 7 octobre, les Israéliens ont été renvoyés à leur statut de juifs. Mais en même temps, tous les juifs de diaspora étaient renvoyés à un statut d'Israélien. Et ça, c'est très, très inconfortable. On parle beaucoup aussi dans le conflit israélo-arabe, israélo-Hamas, on parle beaucoup de l'incapacité des Israéliens à offrir une solution post-guerre. Qu'est-ce qui va se passer après la guerre? C'est une des critiques les plus sévères réservées par le président américain au Premier ministre israélien. Vous n'avez pas encore offert une solution pour l'après-guerre. C'est vrai, même si les Israéliens ont déjà approché des tribus, puisqu'on sait que la société palestinienne à Gaza est une société tribale, clanique, eh bien, ces approches ont été tuées dans l'œuf, dans la mesure où ces tribus qui ont été approchées par Israël ont été assassinées par les gens du Hamas, envoyant ainsi un message à tous ceux qui auraient la mauvaise idée de parler avec les Israéliens, ce qui prive Israël d'interlocuteurs dans la bande. Mais si on se soucie de la population palestinienne après la guerre, s'est-on soucié de la population israélienne après la guerre qui devrait vivre avec un Hamas qui n'aurait pas été éliminé? Alors, on comprend bien, si je résume ce que vous nous dites, Isaac Franco, que tout dépend de la force d'Israël, finalement. Ça basculera dans un sens ou dans un autre si Israël se maintient. Et on est inquiet à cause de la politique intérieure israélienne aussi. Comment est-ce que vous interprétez, pour terminer vraiment, la dissolution du cabinet de sécurité par le Premier ministre? Et est-ce qu'Israël va pouvoir maintenir cette force avant que les divisions ne la reprennent, si je puis dire? Vous savez, Israël vit dans une situation politique extraordinairement fragile pas depuis le 7 octobre, pas depuis le départ de Benjamin Gantz du cabinet de guerre, qui est intervenu le 9 juin, si ma mémoire ne me trompe pas, mais vit dans cette espèce de fragilité politique depuis le 1er novembre 2022, c'est-à-dire la date des dernières élections israéliennes, qui a vu la victoire de Benjamin Netanyahou et la formation de la coalition où se trouvent deux membres pour le moins controversés, Ben Gvir et Smotrich. Et c'est depuis cette date que cette coalition est contestée. Bien, la guerre, le 7 octobre, le massacre, cette espèce de razzia qui a été réalisée par les génocides du Hamas en territoire israélien a mis un terme à ces divisions. Mais ces divisions réapparaissent à nouveau avec le prolongement de la guerre, avec cette guerre qui s'installe et qui semble s'éterniser et ne pas offrir d'épilogue à très brève échéance. Et donc, de la même manière que jusqu'au 7 octobre, ce qui divisait la société israélienne, c'était la réforme judiciaire, aujourd'hui, ce qui la divise, eh bien, c'est la question des otages. Faut-il accepter n'importe quel deal, même un deal qui, pour sauver des otages aujourd'hui, exposerait l'ensemble de la population israélienne demain, eh bien, à un Hamas qui n'aura pas été éradiqué et qui aura été renforcé par la libération par Israël d'un grand nombre de terroristes, de prisonniers palestiniens qui se trouvent dans les prisons israéliennes. C'est ça la question. Et c'est une question terrible, pratiquement insoluble. Comment faire pour faire l'arbitrage entre une vie aujourd'hui d'un otage qui risque de mourir si on l'y laisse là, et les Israéliens qui, demain, s'ils conviennent d'un mauvais deal, eh bien, seront exposés à un Hamas qui a promis de reproduire le 7 octobre une fois, deux fois et 10 000 fois. Donc c'est ça, c'est une question existante, c'est une question métaphysique. Qu'est-ce qui est plus important? C'est très difficile. Donc, mais je pense qu'il y a également dans l'opposition israélienne une tentation assez cynique d'ailleurs, d'instrumentaliser la question des otages, comme hier on a instrumentalisé la question de la réforme judiciaire pour fragiliser le gouvernement. C'est-à-dire qu'il faut à tout prix, même au prix
d'un cessez-le-feu problématique pour Israël, qui n'aurait pas atteint ses objectifs, eh bien, c'est d'obtenir la chute du gouvernement, qui semble être l'alpha et l'oméga de toute opposition israélienne. Alors, je ne pense pas que la sortie du cabinet de guerre de Benjamin Gantz ait fait bouger les lignes. Je pense même qu'il a perdu des voix, qu'il a perdu du poids, parce qu'on ne quitte pas un navire lorsqu'il est dans une mer déchaînée. On ne quitte pas son poste de commandement lorsque une guerre est en train d'être livrée. Ça a été, je pense, par une certaine partie des Israéliens qui soutenaient Benjamin Gantz, c'est bien une raison peut-être de s'en détacher. Donc je ne pense pas que ce soit ça qui fragilise l'attelage aujourd'hui au pouvoir en Israël. C'est peut-être plus la question de la conscription des Harédis. Et ça, je pense que c'est une question qui pourrait avoir plus de chances ou de risques de provoquer la chute du gouvernement et de nouvelles élections, ce qui serait extrêmement problématique. Vous imaginez des élections alors qu'une guerre est encore en cours, à la fois sur la frontière méridionale israélienne et la frontière septentrionale. Ce vaste panorama que vous nous avez offert aujourd'hui, on a vraiment le sentiment que cette guerre de Gaza est tout à fait déterminante, pas seulement pour Israël, mais pour le monde entier. Oui, j'irais jusqu'à dire que le sort du monde se joue à Gaza, littéralement. Alors la formule paraît peut-être excessive, mais réellement dans cette guerre de civilisation, il importe qu'Israël l'emporte. C'est le sort du monde, en tout cas le sort du monde tel que nous le concevons, qui est en jeu ici. Le sort du monde se joue à Gaza. Merci beaucoup Isaac Franco pour nous avoir donné ce panorama qui nous a permis de connecter tous les événements que nous voyons tous les jours défiler dans les médias avec souvent beaucoup d'émotions, beaucoup d'opinions et pas toujours de rectitude dans la vision et dans la capacité d'analyse. Merci de nous avoir redonné l'intelligence de cette situation et merci à tous pour votre attention. Merci de m'avoir invité encore. Au revoir. Merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo et pour suivre nos prochaines interviews, eh bien, vous pouvez vous abonner à Mosaïque. C'est très simple, il suffit de cliquer sur le bouton ci-dessous.